Et on commence avec le président et chef de la direction du Grand Prix du Canada, promoteur de l'événement également, François Dumontier, qui est avec nous. Il est sur le circuit. François, comment ça va? Dans quel état d'esprit tu te retrouves à moins de 24 heures de voir les premières voitures défiler sur le circuit Gilles Villeneuve? Ben, Thor, bonsoir. Bonsoir. Je me sens heureux. C'est excitant. Évidemment, ce matin, c'était déjà la visite de Ligne des Puits. On a eu 1500 chanceux qui ont pu visiter Ligne des Puits, mais on est vraiment heureux. La météo aussi semble être un peu meilleure que prévu pour le week-end. Oui, puis tu dis chanceux parce que cette année, donc, les visites des puits, c'était uniquement les portes ouvertes. Il fallait vraiment s'inscrire. Il fallait gagner un concours presque pour y être. Ça prouve à quel point il y a un engouement, justement, pour la Formule 1 à Montréal, François. Ben oui, écoute, un nouveau concept qu'on a établi cette année, 10 000 inscriptions environ pour 1500 chanceux. Et je te dirais que, bon, j'ai marché avec eux ce matin, j'ai pris des photos avec eux et tous les gens qui étaient ici ce matin étaient tellement heureux. Alors, on va répéter l'exploit, je pense, l'année prochaine. Bon, année après année, on sait que le Grand Prix est couronné de succès. L'an dernier, François, vous avez fracassé un record. 345 000 personnes qui se sont présentées sur le circuit. Tu as parlé de météo tout à l'heure, mais avec les prévisions que vous avez en ce moment, est-ce que vous croyez être en mesure d'établir une nouvelle marque pour ce Grand Prix 2024? Ben écoute, on le souhaite. Évidemment, on devrait s'approcher d'un nouveau record. Évidemment, il y a deux mesures. Hein. Il y a la vente de billets et après, il y a les gens qui vont se présenter sur le site selon la météo. Mais on devrait faire bonne figure là, à ce niveau-là pour le week-end. Mais je reviens à la vente de billets, François, quand même. À partir de quel moment vous étiez en rupture de stock? Parce qu'on a l'impression que depuis la pandémie, là, ça n'a jamais été aussi populaire, la vente de billets. Oui, tu as raison. La vente de billets va très, très bien. Dès le lendemain d'un Grand Prix, les gens se procurent des billets en pré-vente. Je te dirais qu'à peu près autour des fêtes, on était pas mal complet. Et tu as raison aussi, depuis quelques années, il y a un engouement pour la Formule 1. Évidemment, il y a eu la fameuse série sur Netflix. Et donc, ça a haussé la popularité. Mais notre taux de renouvellement est assez bon, je te dirais, après un Grand Prix. Et à chaque année, vous n'avez pas le choix de vous renouveler un petit peu afin de répondre à la demande et aux demandes des amateurs qui veulent toujours en avoir un peu plus. Est-ce qu'il y a des nouveautés qu'on retrouve dans la programmation 2024 pour l'événement? Ben, dans la programmation, évidemment, bon, la F1, on a 2 courses de soutien. Le Ferrari Challenge qui revient. Cette année, on a une nouveauté. C'est la série Porsche GT Cup qui va courir à Montréal. Ils ne sont pas venus à Montréal depuis quand même quelques années. Mais au niveau de l'expérience client sur le site, effectivement, là, il faut toujours améliorer l'expérience. Et donc, on a des zones d'ombrage, on a des bornes pour remplir les bouteilles d'eau, etc. Donc, oui, les gens vont voir une différence cette année sur le site. OK. Parle-nous des travaux d'asphaltage qui ont eu lieu au cours de l'entre-saison. Est-ce que jusqu'à maintenant, les écuries semblent satisfaites des travaux effectués au cours des dernières semaines, des derniers mois? Oui, les travaux ont eu lieu à l'automne, en collaboration avec les gens du Parc Jean-Drapeau. On a eu l'inspection de piste ce matin avec les gens de la FIA. Disons qu'on a passé le test, donc tant mieux. Aucun de ce côté-là. Ça va être intéressant de voir parce que c'est la première fois, évidemment, que les F1 vont rouler sur un nouveau pavage. On ne sait pas encore quel genre de dégradation que le pavage va procurer sur les pneus. L'ancien pavage était très peu. Il dégradait presque pas les pneus. Alors, ça va être à découvrir. En plus, avec s'il pleut, les pneus pluie. Donc, les gens n'ont pas pu le tester encore. On va voir ça dès demain. Écoute, Montréal n'est plus la seule course, évidemment, en Amérique du Nord. Il y en a 3 maintenant aux États-Unis. Il y en a une au Mexique également. Est-ce que ça augmente ton défi à toi et à toute ton organisation d'essayer vraiment de demeurer l'épreuve phare côté F1 de ce côté-ci de l'Atlantique? Ben, c'est évident qu'on a un peu de compétition, appelons ça comme ça, mais malgré qu'on est dans le même sport, on n'est pas, géographiquement parlant, bon, Miami peut-être qui est plus près de nous,
Mais comme tu l'as dit, on a été pendant des années le château fort de la F1 en Amérique du Nord. Je pense qu'on le demeure encore malgré les nouvelles épreuves. Et oui, on essaie de se renouveler, mais notre taux, par exemple, de visiteurs étrangers est à la hausse. Et donc, on peut conclure que les épreuves à Miami, à Vegas ou à Austin n'ont pas influencé à la baisse nos visiteurs étrangers. Je me permets une petite excursion au niveau du contrat qui vous lie avec Liberty Media. Sauf erreur, le contrat est valide jusqu'en 2031. Est-ce que vous sentez que d'ici 2031, à partir de quand d'abord les négos peuvent commencer pour prolonger cette entente-là? Et est-ce que tu es confiant de voir que cette entente-là puisse se prolonger au-delà de 2031? Oui, je suis confiant. Je pense que les négos vont commencer bien avant la fin du contrat existant. Et je suis confiant parce qu'on produit évidemment une bonne course. On est un bon événement. On est château fort, comme je le disais. Et malgré les nouveaux Grands Prix aux États-Unis, ce qu'il va falloir analyser, c'est est-ce que ces Grands Prix-là vont être là pour longtemps encore? Moi, je pense que le Grand Prix du Canada va demeurer et oui, les chances qu'on renouvelle sont excellentes. Et entreprendre des négos bien avant la fin du contrat, c'est un laps de temps de combien de temps? C'est 5 ans avant? C'est 3 ans avant? C'est à partir de quand vous commencez à avoir des pourparlers? Écoute, ça varie. Quand on regarde les contrats précédents, ça varie de 2, 3, 4 ans peut-être avant. C'est quand même des négociations qui peuvent parfois prendre plusieurs mois, voire un an et demi. Alors, je pense que dans 2, 3 ans, on va commencer les négociations pour l'extension après 2031. François, tu voyages beaucoup pour aller assister à d'autres courses, à d'autres Grands Prix. C'est normal pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'en fin de semaine, il y a des promoteurs comme toi, mais de d'autres Grands Prix qui viennent ici à Montréal pour voir comment ça se passe ici à Montréal? Et si oui, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils apprécient sur notre Grand Prix? Il y en a plusieurs, effectivement. Je pense qu'il y en a 8 qui vont être ici ce week-end. Évidemment, ils nous trouvent bon de relever le défi année après année. On est sur une île, on n'a pas beaucoup d'espace, on essaye de s'agrandir, de mettre plus de capacité. Alors, je pense qu'ils reconnaissent le défi, l'exploit qu'on fait année après année. Et en même temps, je dois dire que dans le passé, je vais prendre Miami comme exemple. Lorsque Miami était en pourparlers avec la F1, c'est à Montréal que la F1 les a dirigés. Ils ont dit, allez voir à Montréal, qu'est-ce qu'ils font? Et prenez un peu l'exemple. Alors, il y en a 8 ou 9 même qui vont être avec moi ce week-end. François, c'est la 9e épreuve de la saison. Évidemment, Max Verstappen est l'homme à battre. Il y a 5 victoires en 8 épreuves, mais il y a eu 3 autres gagnants différents depuis. Quelle est ton analyse que tu fais de ce début de saison 2024? Et peut-être te mouiller en ayant une prédiction pour le vainqueur de cette année. Écoute, je pense que c'est un bon début de saison. Dans les premières courses, on aurait pu avoir l'impression de dire Max va faire tous les pôles, va remporter toutes les victoires. C'est pas le cas. Puis on a eu Lando qui a gagné sa première victoire. Il y a 31 points actuellement qui séparent Verstappen de Leclerc. La saison est très, très jeune. On est le 9e Grand Prix de la saison. Tout peut se passer, mais on peut dire qu'actuellement, c'est pas le championnat, le 4e championnat de Max n'est pas dans la poche. Donc, je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Une prédiction, oui, je vais vous en faire une parce que Montréal a produit au fil des années 6 pilotes qui ont remporté leur première victoire ici à Montréal, dont Gilles, évidemment, en 78, Hamilton en 2007. Alors, pourquoi pas, les McLaren vont plutôt bien depuis le début de la saison. Pourquoi pas la première victoire d'Oscar Piastri ici à Montréal ce week-end? Il aurait la voiture pour le faire, c'est fort possible. Surtout avec les conditions climatiques, tout peut arriver. C'est un spectacle qui promet. François, merci de nous avoir parlé. On sait que tu es un homme très occupé. Bon week-end de course. Oui, bon Grand Prix. Merci beaucoup. Merci, salut bien, à la prochaine. Bye bye. Alors, dans mon livre à moi, cette semaine, on vous pose la question suivante. Quel règlement loufoque rendrait la Formule 1 encore plus spectaculaire? Par exemple, un seul tour. Ça serait peut-être rapide, par exemple. Mais il n'y aurait pas de tour de chauffe, rien. Non, on part. On met voiture, let's go, on part. On économise ou de reculons. Oui, alors visitez notre page Facebook et allez-y de votre suggestion. On vous rappelle qu'il faut que ce soit très drôle et que ça se dise en ondes. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Ça se dise en ondes, vous êtes correct. Oui. Au niveau de la drôlitude, c'est un petit peu plus difficile depuis le début de la saison. Ouais. Alors, on présenterait les 5 suggestions les plus drôles demain au 5 à 7. Voilà, rendez-nous fiers.
OK, là-dessus, on va aller faire un tour du côté du circuit Gilles Villeneuve. Il y a notre collègue Olivier Larue qui est au Studio Bell, c'est sur l'île Notre-Dame. Vous pouvez aller faire un tour dès demain, d'ailleurs. Allez-y, venez nous voir, on sera là demain. Alors, Olivier, Red Bull arrive encore une fois cette année avec l'étiquette de grande favorite à Montréal. On va cependant parler de deux autres écuries qui s'approchent rapidement. Ferrari, et François Dumontier vient de le dire, McLaren également. Est-ce que les espoirs de victoire sont permis pour ces deux écuries-là? Bien, absolument. Vous l'avez dit déjà, 3 vainqueurs autres que chez Red Bull déjà cette saison avec Carlos Sainz, Charles Leclerc et Lando Norris. Donc déjà, c'est encourageant. Bien, sinon, il y a aussi la pluie qui pourrait s'en mêler. Alors, on le sait, quand il pleut, il y a des possibilités de voir un peu n'importe qui l'emporter. Donc, évidemment, ça représente des opportunités. C'est un circuit aussi qui peut mettre en lumière les faiblesses des Red Bull, c'est-à-dire un circuit qui est bosselé et dont il faut attaquer les vibreurs. On le sait que c'est un peu plus difficile pour Red Bull à ce niveau-là. Bon, maintenant, le circuit a été resurfacé. Est-ce que ça pourrait aider un peu l'écurie de Max Verstappen? On verra, mais aussi chez Ferrari et chez McLaren, il y a des pilotes qui pourraient atteindre des beaux plateaux, notamment Charles Leclerc qui vise une 25e position de tête en carrière. Et il pourrait, avec une victoire, s'emparer du 9e rang chez Ferrari avec une 7e victoire. Et ce serait assez symbolique parce qu'il devancerait ainsi Gilles Villeneuve. Et je voulais vous parler d'Oscar Piastri et de Montréal qui produit souvent des premiers vainqueurs en carrière. Mais ça, François Dumontier s'en est chargé. Donc la table est mise. Et du côté de Lando Norris, vous allez voir, il a déjà bien ciblé qui étaient les favoris ce week-end. I think it probably suits Ferrari best, to be honest with you. I would probably put Ferrari as a favorite this weekend, but very close behind, probably Red Bull and hopefully ourselves. But it is a little bit like a go-kart track, you know, with the curbs and the chicanes and the walls. It's a nice feeling that you get inside the car. It's a little bit of risk versus reward and that kind of feeling. Sur le papier, ça a l'air d'être plutôt une piste bonne pour nous. Mais la météo va pas être la meilleure ce week-end. Il va sûrement y avoir pas mal de pluie. Et pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de tours avec cette voiture sous la pluie. Donc voilà, il y a un point d'interrogation sur la météo. Bon, les deux pilotes de Ferrari se retrouvent dans des situations complètement différentes, contractuellement parlant, mais en piste, Olivier, ils ont tous les deux connu des moments émouvants cette saison. Oui, exact. Charles Leclerc qui a signé pendant l'entre-saison une prolongation de contrat à long terme avec la Scuderia. Et du côté de Carlos Sainz, on le sait, avec la venue de Lewis Hamilton l'année prochaine avec Ferrari, Carlos Sainz lui doit se trouver un autre volant. Mais les deux pilotes font bien depuis le début de la saison et ont connu des victoires émotives, tu le disais. Dans le cas de Charles Leclerc, évidemment, à Monaco, tous les pilotes rêvent de remporter leur Grand Prix national et rêvent de gagner à Monaco. Charles Leclerc le fait. Il a parlé de l'émotion qu'il ressentait au volant. Et du côté de Carlos Sainz, bien, lui, c'est sa victoire en Australie, seulement 2 semaines après une opération pour une appendice. Donc, des beaux moments pour les pilotes Ferrari. On a eu la chance de leur parler aujourd'hui. Et évidemment, ils aiment se remémorer ces beaux moments. C'est la seule fois où c'est arrivé dans ma carrière, encore une fois. Normalement, les émotions, c'est à partir de la ligne d'arrivée. Mais à 2 tours de la fin, je suis sorti du tunnel et j'ai réalisé que j'avais les yeux un petit peu mouillés, que les larmes étaient à la limite de tomber. Après, je me suis repris et bon, on a fini la course. Et après, bon, bien sûr, les émotions ont repris le dessus. Mais bon, c'était vraiment un moment très spécial. I was definitely very special. I think it's one of the best moments of my career. Because of everything how it planned out with the podium in Bahrain, the removal of the appendix in Jeddah, missing a race, not knowing if I was gonna be able to race in Australia, traveling there, doing everything I could to actually be there and try to race and then suddenly go and win. Et Olivier, pour ceux qui suivent la Formule 1 seulement lorsqu'elle est de passage à Montréal, on doit quand même être assez étonné de voir que présentement, on parle de McLaren comme une équipe éventuellement qui peut, en fait, légitimement aspirer à la victoire. L'année dernière, en arrivant à Montréal, l'écurie avait 17 points après 7 courses. Cette année, elle en compte 184 après 8 courses. Donc, c'est vraiment tout un revirement de situation. On a vu Lando Norris l'emporter à Miami. Oscar Piastri a gagné une course sprint aussi au Qatar. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir la progression de cette écurie-là depuis 1 an. As much as I would like to say that Lando and I started driving 2 seconds faster, we didn't. You know, it's really the result of everybody's hard work. You know, the aerodynamics team, you know, vehicle dynamics. Literally everyone in the whole team has, you know, focused on their own area where they're an expert in, and made the car quicker and quicker and quicker. And I think, you know, we've always put things on the car that have done exactly what we want and probably given us more than we expect.
Et on a parlé aussi à Carlos Sainz, bien sûr, de son futur. Et plusieurs options qui s'offrent à lui. Il nous dit que les discussions sont toujours en cours, mais il semble pas trop stressé avec ça. Je pense que c'est les partisans qui ont plus hâte de voir où il s'en va que lui-même. OK, Olivier, merci. On se reparle demain. Absolument. Salut. Salut. Benoît s'en vient dans quelques instants. Le temps de vous rappeler l'horaire pour les prochaines journées. Demain, séance d'essai libre à 13h15 et 16h45. Donc, je vous rappelle qu'on est en onde à 14h45 demain. Samedi, troisième et dernière séance d'essai à 12h15. Qualif à 15h30 et la course dimanche dès 12h30. Alors, tout ça, évidemment, sur les ondes de RDS. Des images ici d'Alexander Albon, photo prise aujourd'hui alors qu'il arrivait dans les puits. Lewis Hamilton, toujours une carte de mode également, mon chéri. Quand même. Dernière année chez Mercedes. Et Lando Norris, qui a des chances de gagner ici à Montréal. Et il y a le petit coquin également qui se cachait derrière la caméra. Lui, difficile à dire c'était qui, par exemple. Et parlant de coquin, Daniel Richard est dans les puits sur le circuit Gilles Villeneuve. Je sais pas, d'abord, Daniel, si tu t'es remis du fait que ta batterie d'auto hier t'a lâché en terminant ton quart de travail. Pour vrai? Oui. Eh bien, je vais en profiter pour remercier publiquement Mathieu Bédard qui est arrivé à ma rescousse, monsieur. Pendant qu'Yannick Bouchard est passé à côté de moi en faisant des blagues. Je n'avais pas le temps. Alors, tu étais du côté de... J'ai pas vu ça. Tu étais du côté de l'écurie Williams. Tu as rencontré une personnalité québécoise assez méconnue du grand public, mais drôlement importante chez l'écurie Williams. Honnêtement, les gars, c'est une histoire totalement fascinante. Son nom, c'est Frédéric Brousseau. C'est un Québécois et depuis un peu plus d'un an, il est directeur des opérations chez Williams. Avant ça, il a travaillé pour l'entreprise Pratt & Whitney durant 26 ans et il a notamment été directeur du centre aéronautique de Mirabel, qui a notamment le mandat de fabriquer des moteurs d'avion pour la compagnie Airbus. Et chez Pratt & Whitney, a notamment dirigé des milliers d'employés, des budgets de plusieurs milliards de dollars. Et c'est lui qui a été approché par l'écurie Williams, même s'il n'avait aucune expérience de quelconque façon que ce soit en Formule 1, mais en sport motorisé tout court. Et son travail consiste en gros à gérer, comme il l'a expliqué lui-même, tout ce qu'on ne voit pas à la télévision dans un Grand Prix de Formule 1, les pilotes, les ingénieurs, les mécanos. Donc lui, il est basé en Angleterre et il dirige une équipe d'environ 1200 employés. Et c'est assez spectaculaire de voir tout le mandat qu'il a à faire. En arrière de ça, il y a une organisation d'environ 1200 personnes en Angleterre qui travaillent à fabriquer l'auto, s'assurer qu'elle est livrée à temps, qu'elle rencontre les specs de qualité, s'assurer de la santé et sécurité dans l'organisation, qu'on livre la performance sur le véhicule à toutes les fins de semaine de course. Mon travail est vraiment de gérer l'organisation en arrière avec mon bagage plus business que Formule 1. Mais en acceptant ce mandat-là avec Williams, Frédéric Brousseau savait qu'il s'embarquait dans un travail de longue haleine parce que Williams a déjà connu des années plus glorieuses, on va dire. Oui, effectivement. Il faut dire aussi que Brousseau est accompagné de plusieurs nouveaux gestionnaires chez l'écurie Williams. Et il l'a dit, il ne faut pas s'attendre à un succès à court ni même à moyen terme. Du moins, pas quelque chose qui va être perceptible au niveau du classement des constructeurs. On le sait, l'écurie Williams est 8e présentement, avec seulement 2 points obtenus par Alex Albon à égalité avec l'écurie Alpine. Et pour voir l'écurie Williams dans la première portion du classement des constructeurs, il faut quand même retourner à 2017 où on avait terminé au 5e rang. Mais tout de même, un geste qui encourage quand même Frédéric Brousseau et l'équipe de voir qu'il y a une évolution, c'est de voir que le pilote Alex Albon récemment a signé un contrat de plusieurs années. Donc, lui, la voit dans des petits détails techniques, l'évolution, mais c'est pas quelque chose qu'on peut voir à long terme au classement, à court terme ni à moyen terme au classement des constructeurs. C'est peut-être un petit peu plus gros que ce que je pensais. Quand on commence à éplucher l'oignon, on enlève une pleure, on pense qu'on a trouvé le problème, on en enlève un autre, on continue à creuser. Fait qu'il y en a beaucoup des problèmes, mais je savais c'était quoi la transformation que l'organisation demandait. On est au début du processus, puis c'est très difficile de faire des prédictions parce qu'on contrôle ce qu'on contrôle. On contrôle pas ce que les autres équipes font. Puis moi, je dis tout le temps à l'organisation, focusons sur ce que nous, on contrôle. Nous, on a un défi de devenir meilleur, on a un défi de se transformer. Ce que les autres font, on le contrôle pas. Puis en fait, le résultat, c'est une combinaison de ce que nous, on fait puis ce que les autres font ou ne font pas. Fait que c'est extrêmement difficile, presque impossible de prédire, mais on parle en termes d'années ici. Là. Alors, on s'en doute bien, c'est un homme très occupé, mais qui trouve quand même le temps pour une de ses passions personnelles.
Et ça, c'est probablement le bout le plus invraisemblable de l'histoire de Frédéric Brousseau. Quand il était jeune, c'était un cycliste de très haut niveau, a déjà été dans une équipe en France. Il n'a jamais arrêté de faire du vélo par la suite. Puis les gars, quand je vous dis de très haut niveau, là, bien, c'est dans le style... La semaine prochaine, Frédéric Brousseau va se rendre en France pour participer à une Coupe du monde de vélo, de cyclisme sur gravel dans sa catégorie d'âge des 50-55 ans. Donc, il n'a jamais arrêté de faire, malgré ses responsabilités chez Pratt & Whitney, il n'a jamais arrêté, puis chez Williams, de faire du vélo. Je pense pas que le vélo peut sortir de moi. J'ai essayé d'arrêter. Les premiers 6 mois, quand je me suis établi en Angleterre, ça a été plus difficile. J'avais pas le temps. Il y avait les défis familiaux aussi. Les premiers mois, c'était pas facile. Donc, au début, ce que j'ai fait, c'est je me suis mis à courir un peu plus. Je parlais de notre club de course pour me rendre compte finalement que j'aimais pas la course. Donc, je suis retourné au vélo. Donc, je compétitionne plus comme je compétitionnais avant, tous les fins de semaine. Par contre, la semaine prochaine, j'ai une grosse course en France. Au mois de juillet, j'ai une grosse course en Islande. Donc, je fais encore de la compétition. Et sur la piste, maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est si Alex Albon, quoique ça risque d'être difficile, va pouvoir faire aussi bien qu'en 2023, où il avait terminé au 7e rang ici au circuit Gilles Villeneuve. OK, on va leur souhaiter bonne chance, en tout cas. Un grand merci, Daniel. Merci, Daniel. Merci beaucoup, messieurs. Merci encore pour hier, Yann. Ça fait plaisir avec ta batterie. Ça faisait pitié quand même. Maintenant, Raphaël Guillemette, également au circuit Gilles Villeneuve, qui a eu la chance de rencontrer le pilote français Esteban Ocon, dont on a annoncé que ce serait sa dernière saison chez Alpine. Oui, donc la chance, je sais pas trop, parce que le point de presse a tout de même été assez tendu. Ocon, dont le 3 juin dernier, on a annoncé qu'il ne serait pas de retour l'an prochain. Ça coïncidait aussi avec son accident, encore une fois, une collision avec son coéquipier Pierre Gasly, le dernier week-end de course à Monaco. C'était la 2e collision avec Gasly chez Alpine, la 6e collision avec un coéquipier dans sa carrière pour Esteban Ocon, qui donc, vous en conviendrez, s'est forgé cette réputation de coéquipier qui pourrait être égoïste en piste, qui n'hésite pas à prendre des risques et parfois, ben justement, ça se retourne contre sa propre équipe, chose qu'a condamné le directeur de son écurie, Bruno Famin, qui avait dit c'est une tentative de dépassement totalement hors de circonstances. Ça n'aurait pas dû se produire. Pierre Gasly dit la même chose. Et aujourd'hui, Ocon avait l'occasion de répondre en quelque sorte, surtout après cette annonce qu'il ne serait pas de retour. Et il nous a dit essentiellement qu'il s'est défendu d'avoir été attaqué sur les réseaux sociaux. Il dit que la réponse a peut-être été trop sévère, pas de la part de l'écurie, mais vraiment des internautes notamment, des spécialistes aussi du réseau qui disent essentiellement que oui, il a pris un risque, mais il en a trop fait et que maintenant, peut-être qu'il est considéré comme persona non grata même dans les paddocks parce que Ocon devra se trouver un volant pour la prochaine saison et plus encore. Voici justement quelques extraits de ses réponses et de ce point de presse un tout petit peu tendu. J'ai dit ce que j'avais à dire sur les réseaux sociaux. Voilà, maintenant je vais pas revenir là-dessus. C'est clair que j'ai eu le sentiment qu'il fallait prendre parole à un certain moment. Il y a des discussions avec plusieurs équipes, c'est clair. Donc voilà, j'annoncerai mon futur quand le moment sera venu. Vous ne sentez pas que vous avez brûlé votre dernière chance? Ocon a, pour sa part, dit que la décision était mutuelle, finalement, entre lui et l'écurie. Ça se tramait depuis un certain temps. Par là, Pierre Gasly aussi, aujourd'hui, qui nous a dit, lui, que les directives à l'intérieur de l'équipe pour ce week-end du Grand Prix du Canada n'ont pas changé. Elles devront simplement être respectées cette fois-ci, c'est-à-dire évitons de se rentrer un en l'autre entre coéquipiers. Ça serait donc bon pour l'équipe, finalement. Oui, effectivement. Écoute, Ocon n'est pas le seul à avoir fait jaser parce qu'il y a aussi de nouveaux règlements. C'était très attendu qui ont été annoncés aujourd'hui pour 2026. On en connaît un peu plus maintenant sur le look et les possibilités des voitures dans 2 ans. Exactement, parce que cette date de 2026, elle est encerclée par les pilotes. C'est un peu ce qui influence aussi le marché actuellement entre les pilotes pour les volants des prochaines saisons. Et donc, ces voitures seront un petit peu plus étroites, un peu plus courtes, un peu plus légères également. Ce qu'on veut, c'est favoriser les dépassements en course, retrouver essentiellement ce qui fait de ces courses des courses automobiles et pas des épreuves de contre-la-montre comme on l'a vu dans les dernières années avec cette domination signée de Max Verstappen et de l'écurie Red Bull. Par contre, on n'a pas forcément senti d'enthousiasme de la part des pilotes et la raison est simple. Il semble qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles réglementations, il y a des écuries avec leur gros budget qui se distinguent beaucoup plus que d'autres et qu'essentiellement, alors qu'on a travaillé d'arrache-pied pendant quelques années pour rétrécir l'écart entre chaque écurie et avoir une course beaucoup plus serrée, ça a tout l'effet inverse. Voici quelques réactions de la conférence de presse d'aujourd'hui.
It's certainly quite different. And you know, some interesting areas and aspects. I think some that still need a bit further work. Like Louis said, I think the weight reduction is good, but then 30 kilos is also, you know, it's not the world. Some teams do better than the others, and there is a bit of a difference early on. I hope that with this new regulation change, that everything's a bit closer and the engine's not complete revamp. We got to enjoy the year and a half that we got left with this regulation, with this very close racing, because there's always a potential that someone is going to get it right, very right. Like we've seen some other teams have done that in the past, and then it's really difficult. It takes a few years to catch up. Bon, une grosse journée pour toi aussi, Raphaël, parce que tu as aussi assisté aux portes ouvertes ce matin, qui est encore très couru par les amateurs. Oui, mais je vous assure, messieurs, c'était que du plaisir là, de A à Z. Mais par contre, il fallait que j'aille chercher des sourires, hein, parce que vous l'aurez vu jusqu'à présent, mes extraits étaient pour le moins assez négatifs. Donc, tous ces amateurs qui étaient un peu plus limités qu'à l'habitude. Je vous le rappelle, loterie cette année avec 1500 billets tirés pour ces portes ouvertes, contrairement aux années passées où il y avait même 20 000 spectateurs qui s'étaient réunis pour ces portes ouvertes qui sont ouvertes gratuitement. Donc, alors voici quelques réactions de ces grands heureux de la Formule 1. De voir le dessous des voitures, de voir, comme je regarde juste en ce moment les freins en te parlant, la grosseur que ça a, puis toutes les composantes que là, c'est juste impressionnant. Fait que j'ai toujours du plaisir à venir voir, puis ça me permet de voir vraiment les dessous des voitures que je vois aller à 320 km/h. C'est vraiment le fun, puis tu sais, c'est surtout le fun de pouvoir leur poser des questions. Tu sais, c'est des gens qu'on voit à la télé presque à chaque semaine, finalement, tu sais, on les suit de près, mais de pouvoir poser des questions en direct, ça n'a pas de prix. J'ai eu la chance de rencontrer Niki Lauda. Chaque année, je le rencontrais, il me reconnaissait. Puis j'ai une autre anecdote. Un jour, j'ai rencontré Stallone. Et puis on a rigolé. Il m'a montré comment il joue au golf le jour du Grand Prix. Voilà, donc bref, une belle journée pour ce Grand Prix aujourd'hui. Et on remet ça demain avec le début des essais libres. Oui, on se reparle demain. Parfait, merci. À demain. Alors, on vous avertit tout de suite, les images qui suivent représentent une simulation. Notre collègue Michel Laprise n'est pas blessé. Il est en pleine santé. Bon, ça, c'est un autre dossier, là, mais non, mais, non, mais c'est vrai. Il va bien, il va bien. Là. Alors, il participait aujourd'hui à la simulation avec l'hélicoptère Air Médic qui sera en service pour le week-end du Grand Prix. La capsule complète sera disponible sur nos différentes plateformes sous peu et sur la page YouTube de RDS. Michel est prêt à tout pour vous informer et également vous divertir. Alors, sur ces images, donc, des pilotes, certains des pilotes aujourd'hui qui arrivaient au circuit Gilles Villeneuve, on va aller rejoindre notre collègue Bertrand Houle qui nous attend justement sur place. Salut Bertrand, comment vas-tu? Salut Bertrand. Salut les gars, ça va bien? Écoute, Max Verstappen et Red Bull s'amènent à Montréal en tête du championnat, mais leur domination est pas mal moins forte cependant que la saison dernière, on le voit. 31 points d'avance seulement pour Verstappen sur Charles Leclerc. Et on rappelle que c'est 25 points quand on gagne une course, alors ça peut changer de bord rapidement. Et surtout, Bertrand, lors des 3 dernières courses, on l'a bien vu que cet écart-là s'amenuise de plus en plus entre les Red Bull et ses plus proches poursuivants. Oui, mais il y a une explication. La Red Bull n'aime pas beaucoup les circuits bosselés. La Red Bull n'aime pas beaucoup monter sur des vibreurs dans les virages. Pourquoi? C'est pour qu'elle soit très performante, il faut qu'elle soit très basse. Et évidemment, quand c'est bosselé, lorsqu'on monte sur des bordures, bien, vous imaginez, il faut remonter la voiture, elle devient moins performante. Ça a été le cas à Miami, un circuit urbain, donc très bosselé. Ça a été le cas à Émilie-Romagne, à Imola, un vieux circuit, bosselé aussi, et à Monaco, bosselé, et il faut aussi monter sur des vibreurs. Donc, 3 Grands Prix. À Miami, c'est Norris qui a gagné en profitant un peu de la voiture de sécurité. À Émilie-Romagne, Verstappen a gagné, mais par 7 dixièmes, c'est rien. Et c'est Leclerc qui a gagné à Monaco. On arrive à Montréal. En principe, c'est un circuit bosselé. Et d'ailleurs, Max Verstappen le mentionnait dans son communiqué de presse d'avant-course. On arrive à Montréal, c'est bosselé. Ça veut dire qu'il ne savait pas que ça a été pavé. Alors, voyons voir si on a réussi à enlever des bosses en mettant un nouveau revêtement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut monter sur des vibreurs dans des virages. Et ça, la Red Bull n'aime toujours pas ça. Bon, est-ce qu'on a travaillé à l'usine pour régler ça? Je pense pas que ça soit facile à régler. D'après ce qu'on sait, on a des ennuis de corrélation à ce que les pilotes trouvent sur le simulateur à l'usine et ce qui est en piste. Sur le simulateur, semble-t-il, ça va bien sur les bosses. On arrive en piste, ça va moins bien. Alors, est-ce qu'on a
réussi à corriger ça? Peut-être pas. Mais on ne s'attend pas à une domination Red Bull en fin de semaine. OK. Bertrand, Ferrari et McLaren ont goûté à la victoire cette saison. Alors, si je te dis que je les mets favoris pour l'emporter dimanche, est-ce que tu me dis que je suis dans le champ? Non. Et en plus, tu as le bon ordre. Bon. Parce que je pense que ça va être Ferrari qui va être la bonne voiture en fin de semaine. Et c'est une bonne voiture sur à peu près tous les circuits. Alors, ça va bien pour Ferrari. McLaren a encore de la difficulté dans des virages lents. C'est la faiblesse de cette voiture. Et à Montréal, il y a beaucoup de virages lents. Donc, je vois plus Ferrari devant. Derrière, une bataille possiblement entre McLaren et Red Bull. Mais Charles Leclerc confiait lors d'une entrevue un petit peu plus tôt aujourd'hui, cependant qu'on annonce un petit peu de pluie, puis il le dit, on n'a pas roulé beaucoup avec notre Ferrari sur un circuit mouillé, évidemment, avec l'asphalte également, l'huile qui va peut-être ressortir. Ça va venir changer peut-être la donne aussi. Oui, possiblement, mais ça va être le cas de tout le monde. Alors, on verra des pilotes qui vont plus se distinguer dans des conditions d'adhérence précaires. Ça va assurer le spectacle. OK, écoute, il y a un mur célèbre sur le circuit. On l'appelle maintenant le mur des champions. C'est passé à l'histoire. Et on célèbre le 25e anniversaire de ce mur des champions. Alors, pour les gens qui connaissent moins un petit peu la Formule 1, pourquoi est-ce que ce mur, Bertrand, a le surnom de mur des champions? Au début, il s'appelait le mur du Québec parce qu'il y avait une belle annonce de Tourisme Québec sur ce mur-là. C'est la sortie du dernier virage du circuit. C'est une chicane qui mène vers les puits. Et il y a déjà eu des accidents à cet endroit. Mais en 1999, c'était un peu particulier. Retournons il y a 25 ans au circuit Gilles Villeneuve. Tout ça a commencé dès le premier tour avec un pilote qui s'appelle Ricardo Zonta. Bon, pas un pilote exceptionnel. Il s'est fait prendre dès le premier tour. Incident de course, mais après ça, voilà pourquoi c'est devenu le mur des champions, parce qu'il y a 3 champions qui sont allés taper le mur à cet endroit. Alors, Schumacher, Damon Hill et Jacques Villeneuve. 3 champions la même année, au même endroit, qui frappent ce mur-là. Alors, le mur du Québec est devenu à ce moment-là le mur des champions. Ouais, et par la suite, on a même vu Jenson Button, quelques années plus tard, frapper ce mur à cet endroit-là. On avait aussi Sébastien Vettel, un autre champion du monde, frapper le mur à cet endroit. Exactement. Alors, Max Verstappen n'a qu'à bien se tenir. Oui. Bertrand, la FIA a dévoilé les changements qui vont être apportés aux voitures de 2026. Alors, évidemment, c'est toujours dans le but d'améliorer le spectacle. Mais on a entendu des propos de pilotes tout à l'heure, puis ça ne fait pas l'unanimité jusqu'à maintenant. Ce qu'ils aiment, c'est que les voitures vont être plus petites. Ça, ils vont être moins longues, ils vont être plus étroites, 30 kilos de moins. Alors ça va dans le bon sens. Bon, certains disent seulement 30 kilos. Ouais, bon, mais c'est quand même déjà 30 kilos. C'est énorme sur une Formule 1. Donc, des voitures plus petites, plus agiles, qui vont être plus difficiles à piloter. Et ça, on veut voir ça. On va enlever le fameux DRS, pour ceux qui suivent la Formule 1 depuis quelques années. Maintenant, on aura un bouton de puissance. On pourra appuyer sur un bouton pour avoir un petit peu plus de puissance. On aura aussi de l'aérodynamique active. On ne va pas rentrer dans les détails. Et on aura un moteur 50% électrique, 50% moteur thermique, un V6. Alors ça va dans le bon sens pour la Formule 1, avec un carburant durable. Alors, donc, on s'en va vers ça en 2026. Les pilotes, bon, dans le fond, ils ne sont jamais contents, les pilotes, en passant. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais ça s'en va dans le bon sens. Ça, ils sont tous d'accord pour dire ça. On s'en va dans le bon sens. Les voitures plus petites, plus agiles, plus maniables, qui vont être plus difficiles à piloter. Et ça va véritablement améliorer le spectacle pour les gens qui regardent les courses? Si les voitures sont plus difficiles à piloter, oui. DRS, il y en a qui aimaient, il y en a qui n'aimaient pas. Alors ça, c'est à voir. Et pour des moteurs 50% électriques, ça, c'est important pour la Formule 1. On veut montrer qu'on est capable d'avoir des moteurs hybrides qui fonctionnent. C'est important pour les manufacturiers qui sont en Formule 1 aussi. Bon, il faudra voir rendu en piste qu'est-ce que ça donne. C'est un début de règlement outil. C'est dans 2 ans. Les concepteurs vont travailler sur les voitures. Voyons voir ce que ça va se donner. Ce qui fait peur un petit peu aux pilotes, c'est que lorsqu'on remet tout à neuf, un tout nouveau règlement, est-ce que quelqu'un va trouver un truc et être devant? Est-ce que quelqu'un va faire un moteur beaucoup mieux que les autres? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est ce qui inquiète peut-être plus les pilotes. Oui, j'ai déjà la réponse. Oui, c'est certain que quelqu'un va réussir à trouver ça. OK, merci bien, mon cher Bertrand. On se reparle demain. À demain. Oui, salut les gars. Bye. Bye.